Astérisque astérisque, ce sac en cuir caché sous ce canapé antique renfermait un secret qui allait réduire en miettes mes 42 années d'une vie vouée au service. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'était le nom que j'ai vu sur les documents à l'intérieur. La signature de mon mari que je croyais mort. André était vivant. Et pendant 36 ans, j'avais déposé des fleurs sur une fausse tombe. J'ai maintenant 68 ans, et ce sac que j'ai trouvé dans le salon de la famille la plus distinguée de Paris ne m'a pas seulement révélé le mensonge de mon passé, il m'a aussi montré la carte de la plus grande escroquerie artistique de France. À l'intérieur, 23 œuvres, 6 familles, 1 million d'euros, et une seule question. Comment un homme mort pouvait-il encore contrôler ma vie? Bonjour, je suis Madeleine Beaumont. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire enregistrée au tribunal de grande instance de Paris sous le numéro P 2024-6721, mais qui n'a jamais filtré dans la presse. J'ai 68 ans, et 42 années de ma vie, pratiquement les 2/3, se sont écoulées dans ce manoir majestueux du quartier du Marais à Paris, au service de la famille Dubois. Une domestique? En 2024, il y a encore des domestiques? Vous demandez-vous peut-être. Mais dans les vieilles familles aristocratiques françaises, cette tradition est un statut, un honneur, une sorte d'héritage familial. Ma grand-mère était domestique, ma mère aussi, dans différentes familles. Quand je suis entrée par la porte du manoir Dubois en 1982, à 26 ans, je m'étais dit, je travaillerai seulement 2 à 3 ans, puis je construirai ma propre vie. Mais voilà, 42 ans plus tard, j'y suis toujours. Ou plutôt, j'y étais, car maintenant, tout a changé. La famille Dubois n'était pas simplement riche, ils étaient l'histoire culturelle française elle-même. Collectionneurs d'art depuis le XVIIIe siècle, philanthropes, fondateurs de musées. Leur arrière-arrière-arrière-grand-père avait fait don de plus de 50 tableaux au Louvre dans les années 1850. Élisabeth Dubois, ma madame, était membre honoraire du conseil d'administration du musée d'Orsay. Le journal Le Figaro l'avait surnommée « la conscience artistique de la France ». Je suis arrivée chez elle en 1982, alors qu'elle n'avait que 30 ans. À l'époque, elle venait de se marier, les travaux de restauration du manoir venaient de se terminer, et son jardin fraîchement aménagé était conçu dans le style royal britannique. Mon premier jour, je m'en souviens encore comme si c'était hier, Élisabeth s'est tournée vers moi, a posé sa main élégante sur mon épaule et m'a dit « Madeleine, ici, tu ne fais pas que le ménage. Tu es la gardienne de la mémoire de cette famille. Chaque tableau, chaque vase, chaque objet, grâce à ton soin, ils seront transmis aux générations futures. » À partir de ce moment, je n'étais plus simplement une domestique. J'étais le cœur invisible de la famille. J'ai élevé les 2 enfants d'Élisabeth. Julien avait 2 ans à mon arrivée, il a maintenant 44 ans, directeur à la Bourse de Paris. Sophie avait 6 mois, elle a maintenant 42 ans, historienne de l'art. Leurs enfants, Alexandre, Camille, Lucien. Je les ai bercés dans mes bras, j'ai applaudi leurs premiers pas, j'ai pleuré lors de leur première rentrée scolaire. Chaque matin, le même café, arabica pour Élisabeth, torréfaction moyenne, 90 degrés, sans lait, sans sucre. Chaque soir, la même disposition de table, couvert en argent Christofle, porcelaine de Limoges, cristal baccarat. Chaque Noël, les mêmes décorations, ornements en verre allemand des années 1920, sapin dans une palette bleu argent. Mais ce jeudi 8 février 2024, à 7h30 du matin, tout, allait changer. Il neigeait à Paris. Une vraie neige épaisse et silencieuse. Si rare pour la ville que les gens regardaient par leurs fenêtres avec une joie enfantine. J'étais dans la cuisine, le cœur du manoir, sol en marbre chauffant, casserole en cuivre. Suspendue au plafond, cuisinière La Cornue, modèle 1908, qui fonctionne encore parfaitement. Le café d'Élisabeth était prêt. Chaque détail identique, car Élisabeth n'aime pas le changement. Tasse en porcelaine, Limoges, bordure dorée. Croissant de la boulangerie Poilane, le petit-fils de Pierre Poilane le dépose à la porte chaque matin à 7h. Jus d'orange fraîchement pressé, carafe en verre, pas de glace, la glace tue le jus selon Élisabeth. Le plateau était prêt. Le plateau que je portais chaque matin depuis 42 ans. Les escaliers, marbre du XVIIIe siècle, rampe sculptée, chaque marche portant le poids d'une histoire. 2e étage, couloir de droite, 3e porte, l'espace privé d'Élisabeth. J'ai frappé, 3 fois, doucement. Toujours 3 fois. Entrée. Sa voix était différente. Fine, fatiguée, tremblante. J'y suis entrée. La pièce était sombre. Seule la lampe de chevet était allumée. Élisabeth était au lit, drap en soie porto blanc, ses cheveux gris, qu'elle coiffait élégamment autrefois, maintenant tombant sur ses épaules, étalés sur l'oreiller. Elle tenait une lettre dans sa main, ses lunettes sur le nez, mais elle ne lisait pas. Elle fixait simplement la lettre, dans ses yeux, une peur, une panique, une résignation.
Bonjour madame, dis-je. Ma voix était douce, 42 ans d'habitude, Elisabeth n'aime pas les sons durs le matin. J'ai posé le plateau sur la commode, toujours au même endroit, pas un centimètre de décalage point. Merci Madeleine. Elle a fermé la lettre brusquement, si vite que le papier a craqué. Elle l'a glissée dans son tiroir, l'a verrouillée. 42 ans. 15 330 jours. Chaque matin, le même rituel. Je connaissais chaque changement d'expression d'Elisabeth. Quand elle fronçait les sourcils, elle était mécontente, quand elle plissait les yeux, elle était pensive, quand elle se mordait la lèvre, elle était inquiète. Maintenant, elle faisait tout à la fois point. Madame, allez-vous bien? Je ne voulais pas demander, les domestiques n'interrogent pas, ils observent. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle a levé la tête. Elle m'a regardé, vraiment regardé, pas ce regard aristocratique absent. Des larmes s'accumulaient dans ses yeux, tremblant au bord de ses paupières. Madeleine. Sa voix s'est brisée. Tu m'as toujours été fidèle, n'est-ce pas? 42 ans. Tu n'as jamais trahi, jamais révélé de secret, jamais voulu revenir en arrière. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, madame. Cette maison est ma maison. Vous êtes ma famille. Un sourire, mais si triste qu'il ressemblait à un sanglot. Les familles, Madeleine. Parfois, les personnes les plus proches de toi sont les plus étrangères. Tu peux servir à une table pendant des années, mais tu ne verras jamais les mensonges cachés dessous. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Mais maintenant, en regardant en arrière, cette seule phrase, était le début de tout. Cet après-midi-là, à 15 heures. Je nettoyais la bibliothèque, la pièce la plus précieuse du manoir du bois. Sur les murs, Monet, Renoir, Degas, Pissarro. Chacun devrait être dans un musée, mais ils sont là, dans une collection privée. Plafond de 5 mètres de haut, vitraux, cheminée en marbre italien, et au centre, ce canapé antique, période Louis XVI, fabrication 1780, soit bleu capitonné d'origine, restauré en tout 019. Ma routine de nettoyage était toujours la même. D'abord dépoussiérer, puis cirer, puis déplacer les meubles pour nettoyer dessous. J'ai essayé de bouger le canapé, lourd, massif, normalement déplacé par 2 personnes. J'ai poussé, tiré, et à ce moment précis, tac, quelque chose est tombé. De dessous le tapis, du parquet en bois. Je me suis penché. Un sac en cuir. Pas petit, 35 cm de long, 25 cm de large, épais. Le cuir très ancien, des fissures, couleur fanée, boucles rouillées. Des lettres gravées. Dessus, effacées mais lisibles, AB, André Beaumont. Les initiales de mon mari. Mon cœur a commencé à battre. Ce battement étrange et rapide, comme si mon corps pressentait un danger. André. Mon André. Mort en 1989, il y a 35 ans. Crise cardiaque, à Marseille, en voyage d'affaires. Enterré au cimetière du Père-Lachaise. Chaque année, je vais sur sa tombe, je dépose des fleurs, je prie. Mais ce sac, c'était son sac. Pourquoi ici, dans la maison d'Elisabeth, caché sous le canapé? Devais-je l'ouvrir? Pendant 42 ans dans cette maison, ma règle était claire. Ne pas toucher aux objets personnels, ne pas lire les lettres privées, ne pas fouiller dans les espaces personnels. Mais ce sac, il était tombé. Peut-être qu'il était perdu, peut-être qu'Elisabeth le cherchait. Mes mains tremblaient, vraiment, comme si j'avais Parkinson. J'ai ouvert les boucles, elles étaient vieilles, résistantes, puis, clic, ouvert. À l'intérieur, des dossiers. Des dizaines de dossiers, papier jauni, encre ancienne. Le document du dessus, tampon officiel, sceau notarié, date 1985, contrat DE vente des œuvres d'art. Vendeur, collection privée Musée du Bois, Madame Elisabeth Dubois. Acheteur, Galerie Beaumont, Monsieur André Beaumont. Œuvre, coucher de soleil sur la Seine. Artiste, Claude Monet, 1890. Prix, 450 000 francs, paiement en espèces, 15 juin 1985. Certification notaire, Maître Lefebvre, Paris 3e, en lisant, chaque mot, chaque ligne, le monde a ralenti. André. Mon André. Avait acheté un Monet à Elisabeth. En 1985. 450 000 francs, une somme colossale pour l'époque. Mais comment? André était un petit galeriste, à Montmartre, vendant des posters aux touristes, exposant de petits tableaux. D'où avait-il trouvé 450 000 francs? Le document suivant, vente, Henri Renoir, femme au chapeau, 1988, 380 000 francs, puis, vente, Paul Cézanne, nature morte aux pommes, 1986, 520 000 francs, je me suis plongé dans les dossiers. Chacun une vente,
chacun à André, chacun entre 1985-1988. J'ai commencé à compter. Total, 23 œuvres. Des géants impressionnistes, Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Degas, Sisley. Paiement total, 8 742 000 francs. J'ai calculé, au taux de 1988, environ 1,3 million d'euros. Avec la valeur actuelle, peut-être 4 à 5 millions d'euros. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le dossier. André, mon mari qui vivait avec mon salaire de domestique, qui luttait dans sa petite galerie, qui disait « Madeleine, nous devons économiser notre argent », avait dépensé 8,7 millions de francs. Et Elisabeth, ma madame, lui avait vendu ? Pourquoi ne me l'avait-elle jamais dit ? Mais le véritable choc a éclaté dans le dernier dossier. Une enveloppe épaisse, scellée en rouge, confidentiel, secret. À l'intérieur, un rapport, astérisque, rapport d'expertise. Date, 12 novembre 1988. Expert, Dr. Henri Marchand, conservateur en chef, Musée du Louvre. CLI, Madame Elisabeth Dubois, demande confidentielle. Examen, 23 œuvres achetées à la Galerie Beaumont. Résultat, sur les 23 œuvres examinées, 19 présentent des signes d'EE contrefaçon. Détail. Coup de pinceau, incompatible avec la technique des artistes originaux. Chimie de la peinture moderne, résultat du test carbone, 14. Production entre 1970 à 1985. Vieillissement de la toile, artificielle, technique de tache de thé et de café utilisée. Signature, analyse calligraphique, imitation. Valeur réelle estimée. Paiement original, 8 742 000 francs. Valeur marchande réelle, 19 faux plus 4 originaux, 780 000 francs. Perte, 7 962 000 francs, baisse de 91%. Recommandation, action juridique immédiate, plainte pénale. Signature, Dr. Henri Marchand. Astérisque, le rapport est tombé de ma main. Littéralement, mes doigts ont perdu leur force, le papier a glissé au sol, je me suis figé. 19 fausses œuvres. André avait vendu de faux arts à Elisabeth, à Emma Madame. Une fraude de 8 millions de francs. Et moi, j'étais mariée à cet homme. 7 ans. Je ne savais rien. Je n'ai jamais soupçonné. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondrée, là, au milieu de la bibliothèque, mes cheveux sur mon visage, le souffle coupé, les larmes sur mes joues. André. Mon André était un escroc. Elisabeth. Elle avait appris en 1988. Mais elle s'était tue. 36 ans. Pourquoi ? Ce soir-là, à la table du dîner, dressée comme d'habitude. Elisabeth, son fils Julien, sa belle-fille Céline. Service à la française en 3 plats. Entrée, gravlax de saumon, plat principal, rôti d'agneau, dessert, crème brûlée. Tout à l'heure, tout parfait, tout. Mensonge. J'ai continué le service. Assiette, verre, serviette, mais j'étais raide à l'intérieur. Chaque fois que je regardais Elisabeth, des questions explosaient dans mon esprit. Pourquoi as-tu gardé le silence ? Qu'est-il arrivé à André ? Où est l'argent escroqué ? Et moi, suis-je coupable ? Parce que j'étais sa femme, peut-être que j'aurais dû savoir, peut-être. Le dîner s'est terminé. Julien et Céline sont passés au salon. Elisabeth s'est tournée vers moi. Madeleine. Sa voix était froide, non, pas froide, fatiguée. Viens dans la bibliothèque. Nous devons parler. Mon cœur s'est serré. Elle savait. Elle savait que j'avais trouvé le sac. Nous sommes entrés dans la bibliothèque. Elle a fermé la porte. Elle s'est assise sur ce canapé antique, le canapé d'où le sac était sorti. Moi, j'étais debout face à elle, les domestiques ne s'assoient pas, elles attendent debout. Assieds-toi, Madeleine. Elle a désigné le fauteuil de la main. Je me suis assise. 42 ans, dans cette maison, peut-être 10 fois en tout je me suis assise en présence d'Elisabeth. Maintenant j'étais assise, mais pas à l'aise, dos droit, mains sur les genoux, cœur fou. Tu l'as trouvé, dit Elisabeth. Ce n'était pas une question, c'était un constat. Le sac. Oui, madame. En déplaçant le canapé, il est tombé. Par accident. Il n'y a pas d'accident, Madeleine. Elle a secoué la tête. Peut-être le destin. Peut-être que le moment était venu que tu saches. Peut-être que je ne peux plus porter ce fardeau. Silence. Par la fenêtre, on voyait la neige tomber, Paris, blanc, silencieux, innocent. Mais cette pièce était remplie de péchés. Elisabeth a continué. Sa voix monotone, comme si elle lisait un témoignage devant un tribunal, 1985.
J'avais 43 ans. Mon mari, monsieur Philippe Dubois, était au bord de la faillite. La bourse s'était effondrée, ses investissements avaient coulé. La banque menaçait de saisir le manoir. Je devais trouver une solution. La collection familiale, 180 œuvres accumulées depuis le XVIIIe siècle, était notre seul actif. Mais je ne pouvais pas vendre, car la collection était le symbole du nom Dubois. Si elle était vendue, ce serait un scandale, la société dirait « Les Dubois ont fait faillite ». André, ton mari, a proposé une solution. Madame, a-t-il dit. Vendez-les-moi, je les vendrai discrètement sur le marché, puis nous partagerons les bénéfices. Personne ne saura, l'honneur de la famille sera préservé. Cela semblait logique. Et en plus, tu es dans ma maison, Madeleine. Ton mari. Je lui ai fait confiance. J'ai donné 23 œuvres. Pas toutes, parmi les plus précieuses. J'ai reçu 8,7 millions de francs. J'ai payé les dettes, sauvé le manoir. André disait, je les vends sur le marché, soyez patiente. Mais 3 ans ont passé, aucun bénéfice n'est venu. J'ai eu des doutes. En 1988, j'ai engagé un expert, docteur, Marchand. Tu as lu le rapport. 19 faux. André m'avait vendu des faux, vendus. Les vrais à d'autres pour des millions de francs. Perte, 8 millions de francs. Mes larmes ont coulé. Madame, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas, je sais, Madeleine. La voix d'Elisabeth s'est adoucie. Tu es inocente. Tu as toujours été innocente. Mais André. André était un démon. Je l'ai trouvé, confronté, menacé, police, tribunal, prison. Il a supplié, pleuré, puis, il s'est enfui. En mars 1989, il a dit qu'il allait à Marseille. Puis la nouvelle est venue, crise cardiaque, mort. Mais, ma voix tremblait. Il y a un « mais », n'est-ce pas madame? Elisabeth a hoché la tête. Mais il n'est pas mort, Madeleine. Les funérailles étaient fausses. Il a changé d'identité, s'est enfui à l'étranger. Je ne sais pas où il est, peut-être en Suisse, peut-être en Italie, peut-être en Amérique du Sud. Mais il est vivant. Le monde s'est arrêté. André était vivant. 35 ans. Chaque année, j'avais apporté des fleurs sur sa tombe. Sur une fausse tombe. Pourquoi? Ma voix était un cri. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Pourquoi avoir gardé le silence pendant 36 ans? Parce que... La voix d'Elisabeth s'est brisée. Pour la première fois en 42 ans, je la voyais pleurer. Parce que je voulais te protéger, Madeleine. Si tu avais appris la vérité, que ton mari était un escroc, un fugitif, un menteur, qu'est-ce qui se serait passé? Tu te serais effondré. Tu aurais été renvoyé. Car qui garde la femme d'un escroc chez soi? Je ne voulais pas te perdre. Tu es ma famille, Madeleine. Depuis 42 ans, tu es le cœur de cette maison. Mais maintenant? Mes larmes s'étaient arrêtées, ma voix s'était éclaircie. Pourquoi maintenant? Elisabeth s'est levée, a ouvert son tiroir. Elle a sorti une enveloppe épaisse, me l'a tendue. À l'intérieur, des rapports médicaux, hôpital Pitié-Salpêtrière. Cancer du pancréas. Stade 4. Métastases, foie, poumons. La chimiothérapie n'a pas fonctionné. La radiothérapie trop tard. Les médecins disent 4 à 6 mois. Je veux une conscience propre avant de mourir. En lisant les rapports, mes mains tremblaient. Cancer. Terminal. 4 à 6 mois. Madeleine, dit Elisabeth. Il y avait une supplication dans sa voix. Je t'ai menti, oui. Mais j'ai menti par amour. Maintenant je te demande quelque chose. Trouve André. Récupère cet argent. Cet argent n'est pas seulement le mien, c'est celui de la famille, de l'héritage. Et si tu le trouves, si tu le récupères, je pourrai mourir en paix. Cette nuit-là, dans ma chambre, au dernier étage du manoir, petite, mais, chez moi, depuis 42 ans, je me suis allongée sur le lit, mais je n'ai pas pu dormir. Le plafond, vieille poutre en bois, là une tache, fuite du toit en 1997, là une fissure, tremblement de terre en 2003. Dans mon esprit, une seule question tournait en boucle. André était vivant. Où était-il? Et une autre question, plus sombre, plus effrayante. Si je le trouvais, que ferais-je? Le livrerais-je à la police? Le confronterais-je? Ou pourrais-je simplement le regarder et dire « Tu m'as volé 35 ans » et partir? Que pensez-vous que je devrais faire? Écrivez dans les commentaires.
je suis vraiment curieuse. Parce que parfois, votre point de vue me donne du courage dans les décisions les plus difficiles. Cette histoire, mon histoire, n'est pas seulement une histoire d'escroquerie. C'est l'histoire de la confiance, de la trahison, de la famille, de la loyauté. Chaque année en France, des milliers de personnes sont escroquées par leurs proches. Art, héritage, immobilier. Les gens disent « ça ne m'arrivera pas ». Mais ça arrive. Même à quelqu'un comme moi, qui a travaillé honnêtement pendant 42 ans, qui n'a jamais pensé au mal. Si cette histoire vous touche, si vous vous dites « je dois aussi être prudent », s'il vous plaît, aimez maintenant. Parce que chaque like aide l'algorithme à transmettre ce message à plus de personnes. Et partagez, surtout si vous avez un membre âgé de la famille, un voisin. Peut-être font-ils trop confiance à quelqu'un. Cette vidéo peut les avertir. Lorsque j'ai examiné ce sac en cuir plus en profondeur, un deuxième dossier qui en est sorti allait révéler qu'André n'avait pas escroqué seulement Elisabeth, mais 5 familles différentes, dans 6 villes différentes. Et ces familles, toutes âgées, toutes escroquées, toutes victimes d'injustice, cherchaient encore André. Moi, une domestique de 68 ans, j'ai décidé de rassembler ces personnes et de me venger d'une injustice vieille de 36 ans. Mais comment ? Comment allions-nous trouver un homme qui avait changé d'identité, ne laissait aucune trace, vivait peut-être dans un autre pays ? 3h47 du matin. Les chiffres rouges de l'horloge numérique brillaient dans l'obscurité, comme s'ils se moquaient de moi. Tu es toujours éveillée, Madeleine. Tu penses encore. André. 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 Pendant 42 ans, j'avais dormi dans cette chambre, dernier étage du manoir, plafond en pente, vue sur les toits de Paris par la fenêtre. Mais cette nuit, Paris n'existait pas. Il n'y avait que l'obscurité. Et dans cette obscurité, le visage d'André, dans la trentaine, beau, souriant, menteur. Tu es mort ? Ai-je murmuré au plafond. Je t'apportais des fleurs chaque année. J'ai pleuré sur ta tombe. Tu has mort. 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 Mais il ne l'était pas. Quelque part, il vivait, respirait, buvait peut-être du café avec une autre femme. Et moi ici, à 68 ans, essayant de digérer le plus grand mensonge de ma vie. L'alarme a sonné à 6 heures. Mais j'étais déjà levée. À 5h30, j'avais bondi du lit car l'insomnie allait me rendre folle. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai regardé dans le miroir. Mon Dieu! Était-ce moi? Yeux, pas seulement injecté de sang, comme si j'avais pleuré de l'intérieur. Visage, pas seulement pâle, comme un fantôme. Cheveux, en désordre, blancs, vieux. Tu as 68 ans, Madeleine, me suis-je dit au miroir. Mais aujourd'hui tu en parais 88. Je me suis lavé le visage, eau froide, douloureuse mais revigorante. Tu es une domestique, me suis-je dit, d'une voix dure et disciplinée. Les émotions pour plus tard. D'abord le devoir. Elisabeth attend son café. Bah. Je suis descendue à la cuisine. Chaque pas, le grincement des escaliers, était familier. 42 ans, les mêmes escaliers, les mêmes pas. Mais ce matin, il semblait différent. Comme si quelque chose avait changé dans la maison. Ou en moi. La machine à café, espresso italien, le préféré d'Elisabeth. Température 92 degrés, pression 9 bars, durée 25 secondes. Parfait. Croissant, livré à la porte par la boulangerie Poilane, tous les matins à 7 heures. Jus d'orange, 4 oranges, fraîchement pressées, absolument pas de glace. Mais mes mains tremblaient. Vraiment, pas ce tremblement, montré dans les films, c'était réel. J'ai failli laisser tomber la tasse. Ressaisis-toi, Madeleine. Ai-je grondé. Respiration profonde. 1, 2, 3. Ok. Sous contrôle. J'ai pris le plateau. Les escaliers, marbre du XVIIIe siècle, chaque marche est histoire. Premier étage, deuxième étage. Le couloir d'Elisabeth, Renoir et Monet sur les murs, mais maintenant en les regardant, je me demandais, sont-ils vrais? J'ai atteint sa porte. J'ai frappé 3 fois, rituel. Entrez. Mais la voix était différente. Plus faible. Plus fatiguée. Je suis entrée. Et je me suis figée. Elisabeth n'était pas au lit. Elle était assise près de la fenêtre, dans son fauteuil, couverture sur les genoux, son visage se reflétant dans la vitre. Elle regardait dehors, Paris, la lumière du matin. Mais sur son visage. Mon Dieu, sur son visage il y avait une telle tristesse que ce n'était pas Elisabeth assise là, c'était un fantôme. Madame. Ma voix était un murmure. Allez-vous bien? Elle a tourné la tête.
Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu, Élisabeth avait vieilli. Pas seulement 72. Comme 82. Joues creuses, yeux enfoncés, peau jaune. Le cancer la dévorait de l'intérieur. Madeline. Elle a souri, mais ce sourire était si douloureux. Tu es bello. Tu viens toujours. 42 ans. Tu n'as jamais manqué. J'ai posé le plateau sur la table. Bien sûr, madame. C'est mon travail. Non. Elle a élevé la voix, peut-être pour la première fois en 42 ans. Ce n'est pas ton travail, Madeleine. C'est ta loyauté. Ton amour. Tu n'as pas seulement servi cette famille. Tu as fait vivre cette famille. Mes yeux se sont remplis de larmes. Madame, s'il vous plaît. Assieds-toi. Elle a désigné le fauteuil. Aujourd'hui, nous devons beaucoup parler. Je me suis assise. 7h15 du matin, dans la chambre d'Élisabeth, assise face à elle. Peut-être la 10e fois en 42 ans. Chaque fois, une crise, une mort, une confession. Élisabeth a pris une gorgée de son café. Puis, sans attendre, elle a dit « Je n'ai pas dormi la nuit dernière. J'ai pensé à André. Je t'ai pensé. Et j'ai pris ma décision. » Quelle décision, madame? Nous allons trouver André. Ensemble. Mon cœur a battu. Mais comment? 36 ans ont passé. Il attends. Élisabeth s'est levée, lentement, avec douleur, tenant sa canne. Elle est allée à son tiroir, a sorti un deuxième dossier. Épais, ancien, poussiéreux. Elle l'a tendu. Ceci est le rapport préparé par un détective privé en 1988. Les autres victimes d'André. J'ai pris le dossier. Ma main tremblait, il était lourd. Je l'ai ouvert. La première page, une liste. Nom, ville, montant. André Beaumont, liste des victimes, 1982 à 1989. Famille Dubois, Paris, Élisabeth Dubois, 8,7 M francs. Famille Rousseau, Nice, Geneviève Rousseau, 1,2 M francs. Famille Martin, Lyon, Claude Martin, 9 cents K francs. Famille Lefebvre, Bordeaux, Simone Lefebvre, 1,5 M francs. Famille Moreau, Strasbourg, Henri Moreau, 8 cents K francs. Famille Dupont, Marseille, Claudine Dupont, 1,1 M francs. Total, 6 familles, 14,2 millions de francs. J'ai lu page par page. Chaque dossier, une tragédie. Des personnes âgées, qui avaient investi leur argent dans une collection d'art, André était venu, avait vendu des faux, s'était enfui. 14,2 millions de francs, ai-je murmuré. Avec la valeur actuelle, j'ai calculé, environ 3,5 millions d'euros. Peut-être plus. Mais madame, dis-je, ces familles, savent-elles? Cherchent-elles André? Certaines sont mortes. Monsieur Martin d'une crise cardiaque en 2005. Madame Lefebvre d'un AVC en 2010. Mais les autres? Geneviève, Henri, Claudine, elles vivent. Où vivaient? Je n'ai pas vérifié Claudine. Une idée, folle, risquée, mais peut-être la seule chance. Madame, dis-je. Ma voix tremblait d'excitation. Et si nous rassemblions ces personnes? 6 familles, toutes victimes du même homme. Peut-être que l'une d'elles a un indice. Une photo. Une adresse. Un nom. Ensemble, peut-être que nous trouverons. Élisabeth m'a regardé, longtemps, pensivement. Puis, pour la première fois depuis des jours, un vrai sourire. Madeline. Tu es ma domestique depuis 42 ans. Mais maintenant je comprends. Tu n'as jamais été simplement une domestique. Tu es une guerrière. Cet après-midi-là, 14h30, la bibliothèque d'Élisabeth s'est transformée en quartier général. Table antique, ordinateur portable dessus, modèle de 10 ans mais fonctionne. À côté des notes, téléphone, dossier. Je me suis assise devant l'ordinateur. Internet, Google, Facebook, LinkedIn, tout le monde est quelque part là-bas. Premier objectif, Geneviève Rousseau, Nice. Google, Geneviève Rousseau Nice, 127 résultats. Trop. Facebook, Geneviève Rousseau, plus ville, Nice 4 profils. J'ai cliqué sur le premier. Photo de profil, une femme âgée, dans la soixantaine, cheveux blancs courts, lunettes, assise sur un balcon, mère en arrière-plan, expression fatiguée mais déterminée sur le visage. Dernière publication, il y a 2 jours, on dit qu'en vieillissant, on apprend à pardonner.
Mais certaines choses ne sont jamais pardonnables. #justice #JENUBLIPAR. En dessous, 12 likes, 3 commentaires. L'un disait, « Maman, tu penses encore à cet homme ?» Geneviève avait répondu, « Chaque jour. » Mon cœur a battu. C'est elle. Certainement elle. J'ai écrit un message via Messenger, de mes mains, mot par mot, réfléchissant à chaque mot. Bonjour Madame Rousseau. Mon nom est Madeleine Beaumont. Vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous avons une douleur commune. Avez-vous acheté des œuvres d'art à la Galerie Beaumont en 1986 à 1987 ? Le nom d'André Beaumont vous dit-il quelque chose ? Je sais, c'est un message très étrange. Mais s'il vous plaît, répondez. Car je suis l'ancienne femme d'André. Et maintenant, 36 ans plus tard, j'ai appris qu'il était vivant. Je sais ce qu'il vous a fait, à vous et à 5 autres familles. Et ensemble, je veux le trouver. Respectueusement. Madeleine Beaumont. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est parti, coche bleue. Envoyer. Maintenant, attendre. Peut-être qu'elle ne répondra pas. Peut-être dira-t-elle, femme folle. Peut-être. Ding. Notification. 18 minutes plus tard. Réponse reçue. Madeleine. Ce nom, André Beaumont, je n'ai pas voulu l'entendre depuis 37 ans. Chaque fois que je l'entends, je brûle à l'intérieur. Mais maintenant tu dis que tu es sa femme ? Oui. Je le connais. Il m'a ruiné. 1,2 million de francs, l'héritage de mon père, l'épargne de ma vie, il a tout pris. 8 Matisse. Tous faux. Je suis allé à la police. Prescription expirée, ont-ils dit. J'ai engagé un avocat. Vous ne pouvez pas prouver, a-t-il dit. 37 ans, je vois cet homme chaque nuit dans mes rêves. Que veux-tu de moi ? Si tu veux le trouver, je suis prête. Geneviève. Mes larmes ont coulé, de joie ou de tristesse, je ne savais pas. Mais j'avais trouvé. La première victime. Et elle était prête pour la guerre. Deuxième objectif, Henri Moreau, Strasbourg. Je l'ai trouvé sur LinkedIn. Profil, Henri Moreau, directeur de musée à la retraite, musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 45 ans dans le monde de l'art. Maintenant consultant et auteur. Photo, visage sérieux, barbe grise, costume, musée en arrière-plan. Message LinkedIn, ton professionnel. Bonjour Monsieur Moreau. Mon nom est Madeleine Beaumont. Je m'excuse de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide sur un sujet urgent et important. Je sais qu'en 1987, vous avez acheté des œuvres d'art à André Beaumont. 5 Saison. Et je peux imaginer le choc que vous avez ressenti en découvrant qu'ils étaient tous faux. Je suis l'ancienne épouse d'André. Pendant 35 ans, j'ai cru qu'il était mort. Maintenant j'ai appris, il est vivant. Et il a escroqué non seulement vous, mais 5 autres familles. S'il vous plaît, pourriez-vous me rencontrer ? Ensemble, peut-être pouvons-nous le trouver. Respectueusement. Madeleine. Réponse, le même jour, 3 heures plus tard. Madeleine. André Beaumont. Ce nom est un cauchemar de 37 ans pour moi. J'étais directeur de musée. Détecter les faux était mon travail. Mais lui, il m'a même trompé moi. 5 Saison. 800 000 francs. Tous faux. Ma carrière a été ruinée. Ma reputation détruite. Les gens demandaient, comment un directeur de musée peut-il acheter des faux ? J'ai pris une retraite anticipée par honte. Je l'ai cherché pendant 20 ans. J'ai engagé un détective privé. J'ai rassemblé des rapports de police. Aucune trace. Cet homme, c'est un fantôme. Mais si tu fais un plan, je suis là. Quand, ou comment, dis-le, je viendrai. Henri Moreau. 2 victimes. Toutes 2 prêtes. Toutes 2 en colère. Toutes 2 voulant se venger. 3e objectif, Claudine Dupont, Marseille. Google, Facebook, LinkedIn, rien. Comme si elle avait disparu. Mais le dossier d'Elisabeth avait une ancienne adresse, 14 rue Paradis, Marseille, 13001. Annuaire téléphonique, page blanche sur Internet. Dupont, rue Paradis, Marseille, un résultat. Numéro, 04 91 20 20 20. J'ai appelé. Le téléphone a sonné, long, monotone. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis, clic, quelqu'un a répondu. Allô. Une voix de jeune femme, dans la trentaine, énergique. Bonjour, dis-je. Je suis Madeleine Beaumont.
Je cherche Claudine Dupont. Silence. Puis, grand-mère Claudine? Elle est ma grand-mère. Mais je suis désolée madame, elle est décédée l'année dernière en juin. Crise cardiaque. Mon cœur s'est serré. Je suis vraiment désolée. Mes condoléances. Merci. Vous, qui êtes-vous? Je suis, une ancienne amie. Je voulais juste prendre de ses nouvelles. La voix de la fille a changé, suspecte, attendez. Vous avez dit Beaumont? Est-ce en rapport avec André Beaumont? Mon sang s'est glacé. Oh oui. Le connaissez-vous? Je ne le connais pas. Mais grand-mère, elle parlait de cet homme chaque jour. André Beaumont m'a ruiné, disait-elle. Si je le trouve avant de mourir, je lui cracherai au visage, disait-elle. Pardon mais, qui êtes-vous? Je suis Élodie Dupont. La petite fille de Claudine. J'ai 32 ans, je suis avocate à Marseille. Quand grand-mère est morte, en nettoyant sa chambre j'ai trouvé un dossier, intitulé « André Beaumont, escroquerie ». À l'intérieur, des photos, des documents, des notes. Ma respiration s'est coupée. Pourriez-vous partager ce dossier avec moi? Pourquoi le voulez-vous? Parce que je suis l'ancienne femme d'André. Et je veux le trouver. Un long silence. Puis Élodie, d'accord. Je vous envoie un email. Mais une condition, si vous le trouvez, appelez-moi aussi. Je veux venger grand-mère. Ce soir-là, à 22h47, l'email est arrivé. Sujet, grand-mère Claudine, dossier André Beaumont. À l'intérieur, 27 fichiers. Photos, documents, notes. Une photo a attiré mon attention. André avec un autre homme, dans un restaurant, levant du champagne, souriant. Écrit derrière, à l'encre ancienne, écriture de Claudine, André et son associé, Cannes, août 1987. J'ai agrandi la photo. L'autre homme, dans la quarantaine, cheveux bruns, fine moustache, costume, lunettes de soleil. Son visage me semblait familier mais doux. Je l'ai montré à Elisabeth. Madame, connaissez-vous cet homme? Elisabeth a mis ses lunettes, s'est penchée vers l'écran. Elle a regardé pendant 5 secondes. Puis, son visage est devenu si pâle qu'on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Mon Dieu! Sa voix tremblait. C'est Marchand. Qui? Doctor. Henri Marchand, conservateur en chef du musée du Louvre. L'homme qui a identifié les faux. Le Monde s'est arrêté. Marchand avait examiné les œuvres d'Elisabeth, dit faux, écrit le rapport. Mais maintenant sur cette photo, avec André, buvant du champagne, souriant. Madame. Ma voix était un murmure. Si Marchand est l'associé d'André, alors le faux rapport aussi. Faux. La voix d'Elisabeth était glaciale. Tout est faux. Marchand a aidé André. Peut-être. Peut-être qu'ils ont fabriqué les fausses œuvres ensemble. Peut-être que Marchand a volé les vraies dans les musées, les a remplacées par des fausses. Nous nous sommes tues toutes les deux, plongées dans nos pensées. Car si c'était vrai, ce n'était pas seulement une escroquerie. C'était un complot, un gang, peut-être un scandale national. Où est Marchand maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Il a pris sa retraite en 1990. Depuis, je n'en ai plus entendu parler. Mais Henri Moreau avait peut-être entendu parler. Je lui ai écrit. Henri, question urgente. Connaissez-vous le docteur Henri Marchand, ancien conservateur du Louvre. Réponse en 20 minutes. Bien sûr que je le connais. C'était mon ancien collègue. Il a pris sa retraite en 1990, vit maintenant en Provence, village de Roussillon. Petite maison, seule, vie d'ermite. Pourquoi demandez-vous? Parce qu'il pourrait être l'associé d'André. Réponse instantanée. Quoi? Marchand? Mais il était un conservateur respecté. Si c'est vrai. Mon Dieu, c'est incroyable. 20 février 2024, mardi, 14h. Paris, Le Marais, café des musées, pas touristique, un café local. Table en bois, vieille photo, vitrine en verre. Je suis arrivé à 13h40. Arrivé tôt, être préparé. J'avais réservé une table d'angle pour 6 personnes. J'ai commandé un café, americano, mais je n'y ai pas touché. Mon estomac était noué. À 14h03, Geneviève est entrée. C'était la première fois que nous nous voyions en personne. 72 ans mais énergique, manteau bleu, cheveux blancs élégamment coiffés, Cannes,
jambes faibles mais posture droite. Nos regards se sont croisés. Madeleine? A-t-elle dit ? Geneviève. Je me suis levée, nous nous sommes embrassés. Première fois que nous nous étreignions, pourtant c'était comme si nous nous connaissions depuis des années. Parce que la douleur rapproche immédiatement les gens. À 14h09, Henri Moreau. Grand, barbe grise, visage sérieux, veste en daim marron. Bonjour Madeleine, dit-il. Nous nous sommes serrés la main, sa main forte, ferme. Enfin face à face. À 14h16, inattendu, une jeune femme est entrée. Veste en cuir noir, jean, sac à dos. Moderne, énergique, déterminée. Vous êtes Madeleine? Dit-elle. Oui. Vous? Je suis Élodie Dupont. La petite fille de grand-mère Claudine. Nous avons parlé au téléphone. Nous nous sommes embrassés. Je suis si heureuse que tu sois venue, Élodie. Je suis là à la place de grand-mère. Avant de mourir, elle m'a dit, Élodie, si un jour quelqu'un se présente pour trouver André Beaumont, va, aide, venge-toi. Nous nous sommes assis tous les quatre. À la table, les 30 premières secondes de silence. Lourd, douloureux, mais en même temps un silence d'union. Puis j'ai commencé, merci à vous tous d'être venus. Je suis Madeleine. L'ancienne femme d'André Beaumont. Mariée 7 ans. En 1989, on m'a dit qu'il était mort. J'y ai cru pendant 35 ans. Maintenant, 36 ans plus tard, j'ai appris, il est vivant. Et vous, vous êtes tous ses victimes. Geneviève a pris une profonde inspiration. Ses yeux se sont remplis de larmes. Été 1986. Mon mari Philippe était mort d'une crise cardiaque. Il restait un héritage, 1,2 million de francs. André est venu, soi-disant galeriste, très élégant, très convaincant. Madame, l'art est le meilleur investissement, a-t-il dit. J'ai acheté 8 Matisse. J'ai décoré ma maison. Je les ai montrés à mes amis. J'étais fière. Sa voix s'est brisée. Puis, en 1988, j'ai fait expertiser. Tous faux, ont-ils dit. 95% de mon argent était parti. J'ai été en état de choc. Hospitalisé. 3 mois de dépression. Henri a continué, moi, 1987. J'étais directeur du musée de Strasbourg. André a dit, j'ai une collection privée, je veux vendre. 5 saisons. 800 000 francs. Je les ai achetés avec le budget du musée. Puis, faux. Le scandale a éclaté. Ma reputation détruite. Retraite anticipée. La honte. Élodie, grand-mère Claudine a perdu 1,1 million de francs. 9 de gas. Tous faux. Elle a fait une dépression. N'est plus sortie de chez elle. Vie sociale terminée. 20 ans de traitement psychologique. Quand elle est morte, même en mourant, ses derniers mots ont été « Trouver André Beaumont ». Tout le monde a parlé. Chaque histoire, une tragédie. Chaque victime, âgée, confiante, naïve. Puis moi, j'ai sorti la photo de Marchand. Je l'ai posée sur la table. Cet homme, dis-je. Docteur. Henri Marchand. Conservateur en chef du musée du Louvre. L'associé d'André. Henri s'est penché en avant, ses yeux grands ouverts. Marchand. Mais, il était le conservateur le plus respecté. Comment. Regardez cette photo. Élodie a sorti son téléphone, l'a agrandi. 1987, Cannes. André et Marchand. Champagne. Sourires. Partenariat. Geneviève, si Marchand est l'associé, alors les fausses œuvres venaient du Louvre. Peut-être. Henri a hoché la tête. Marchand avait accès. Entrepose. Archives, atelier de restauration. S'il volait un monnaie et le remplaçait par un faux, personne ne le remarquerait. Silence. Un silence terrible. Car maintenant nous comprenions, ce n'était pas seulement André. C'était un gang. André plus Marchand plus peut-être d'autres. Où est Marchand maintenant? Demanda Geneviève. Henri, Provence. Village de Roussillon. Il vit seul. Alors, dis-je, si nous lui rendions visite? Si nous l'interrogions? Élodie, mais ça pourrait être dangereux. S'il est toujours criminel, il pourrait nous faire du mal. Henri, il a 78 ans. Vieux, seul. Nous sommes 4. Nous sommes forts. Geneviève, je suis partante. Quand partons-nous? Tous m'ont regardé. La décision m'appartenait. Demain, dis-je. Nous allons en Provence.
Nous confrontons Marchand. Et nous découvrons où est André. Ce soir-là, en rentrant chez moi, dans le métro, au milieu des gens, mais me sentant complètement seule, j'ai pensé, nous sommes 4 personnes. Moi 68, Geneviève 72, Henri 73, Élodie 32. Aucun de nous n'est policier, soldat, détective. Nous sommes juste des gens escroqués, qui ont souffert, qui sont en colère. Point demain nous irons en Provence. 700 chilometri. Village de Roussillon, petit, calme, touristique. Là-bas Marchand, 78 ans, retraité, ermite. S'il sait où est André, le dira-t-il? S'il est toujours complice criminel, nous menacera-t-il? Si, mais une voix en moi, peut-être la voix d'André, peut-être ma propre voix, a murmuré, « Madeleine, tu as vécu 36 ans dans le mensonge. Maintenant c'est le moment de la vérité. Aie peur mais va. Tremble mais bats-toi. Que pensez-vous que nous faisons bien? Devrions-nous aller voir Marchand? Ou devrions-nous prévenir la police? Écrivez dans les commentaires, je suis vraiment curieuse. Parce que parfois, votre point de vue me donne du courage. Cette histoire, notre histoire, ne concerne pas seulement la recherche d'André. Il s'agit de prouver que les personnes âgées ne sont pas faibles. La société nous dit « asseyez-vous, reposez-vous, laissez les jeunes s'en occuper ». Mais nous disons maintenant « non ». Nous sommes forts, intelligents, juste. Si cela vous inspire, si cela vous fait dire « je peux le faire aussi », s'il vous plaît, aimez. Chaque like transmet ce message à 100 personnes de plus. Et partagez, surtout si vous avez un membre âgé de la famille, un voisin. Peut-être font-ils trop confiance à quelqu'un. Cette vidéo peut les avertir. 21 février 2024, mercredi. Il n'était que 4h47. À Paris, il faisait noir, cette obscurité profonde et froide d'hiver. J'étais éveillée. Je m'étais levée du lit à 3h30 car je ne pouvais pas dormir. Mon esprit tournait, Marchand, André, Villarosa, Como. Chaque pensée menait à une question, chaque question à une peur. J'avais préparé ma valise la veille. Petite valise en cuir marron, la valise qu'André m'avait achetée en 1984. N'est-ce pas ironique? La valise achetée avec l'argent escroqué, maintenant utilisée pour le retrouver. Qu'y avais-je mis? Les dossiers, documents de chaque victime, les photos, André Marchand, Cannes 1987, un carnet, page vierge. Peut-être que je prendrais des notes à Como, l'ancien carnet d'adresse d'Elisabeth, nom du monde de l'art des années 1980, peut-être un indice apparaîtrait, une carte, Italie, lac de Côme, et une photo de moi et André, prise en 1983, le jour de notre mariage. Pourquoi l'emporter? Je ne sais pas. Peut-être pour regarder son visage une dernière fois, pour demander « Qui étais-tu » À 5h30, je suis sortie de la maison. En descendant les escaliers du manoir, les escaliers que je descendais depuis 42 ans, j'ai pensé, peut-être que je ne reviendrai plus. Peut-être qu'il se passera quelque chose à Como. Peut-être qu'André, peut-être qu'il est dangereux. La porte de la chambre d'Elisabeth était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait de l'intérieur. Je me suis arrêtée, j'ai frappé. Entrez. Je suis entrée. Elisabeth n'était pas au lit, encore à la fenêtre, couverture sur les genoux, regardant Paris. Madame, il est 5h30. Vous n'avez pas dormi? Elle a tourné la tête. Dans ses yeux, de la fatigue, mais aussi une détermination. Je n'ai pas pu dormir, Madeleine. J'ai pensé à toi. À ce voyage. À André. Et si quelque chose t'arrivait? Je suis allée près d'elle, me suis agenouillée à côté de ses genoux. J'ai tenu sa main, froide, osseuse, tremblante. Rien ne se passera, madame. Je suis forte. J'ai 68 ans, mais je peux encore me battre. Je sais. Elle a souri, mais des larmes sur ses joues. Tu as toujours été forte. Mais cette fois tu n'as pas seulement un escroc face à toi. Tu as un gang. Marchand, André, et peut-être d'autres. Sois prudent. Et si tu sens le danger, fuis. Oublie l'argent, oublie la vengeance, fuis simplement. Je promets, madame. Je me suis levée, me suis retournée pour partir. Mais Elisabeth a appelé, Madeleine. Oui, madame? Merci. 42 ans. Tu n'étais pas seulement ma domestique. Tu étais ma famille. Et maintenant, tu es mon héroïne. Mes larmes ont coulé. Je n'ai rien dit, car les mots ne suffiraient pas. J'ai simplement incliné la tête, suis sortie de la chambre. Gare de Lyon, 6h. Immense, resonante, froid. Les quais animés,
Jean allant au travail, valise, odeur de café, sifflet de train. J'étais arrivé à 5h45. Arriver tôt était dans ma nature. 42 ans de service domestique, la ponctualité apprise. Quai 7, TGV pour Avignon, départ 6h45. Je me suis assise sur un banc, attendant. Ma main sur la valise, très serrée, comme si elle allait s'échapper. J'ai regardé autour de moi, les gens couraient, souriaient, parlaient au téléphone. Des vies normales. Ma vie était de venger un mensonge de 36 ans. À 6h12, Geneviève est arrivée. Je l'ai reconnue de loin, manteau violet, cheveux blancs, canne. Sa marche lente mais déterminée, jambes faibles mais esprit fort. Madeleine, dit-elle en approchant. Nous nous sommes embrassées, deux vieilles femmes, deux victimes, mais maintenant deux guerrières. As-tu dormi? Demanda-t-elle. Non. Et toi? Moi non plus. J'ai pensé à André toute la nuit. 37 ans. Aujourd'hui, peut-être allons-nous le trouver. Peut-être. À 6h18, Henri Moreau. Grand, visage sérieux, veste en daim marron, sac à dos. 2 tasses de café dans les mains. Bonjour Madeleine, Geneviève. Je vous ai pris du café, chaud, sucré. Vous avez besoin d'énergie. J'ai bu une gorgée. Amer mais revigorant. Merci Henri. À 6h27, Élodie. Jeune, énergique, veste en cuir noir, sac à dos, yeux éveillés. Pardon d'être en retard. Dit-elle essoufflée. Il y avait des retards dans le métro. J'ai réussi, non? Tu as réussi. Le train part à 6h45. Nous quatre, nous nous sommes regardés. Ce moment, ce seul moment, il n'y avait plus de retour possible. Si nous montions dans le train, allions à Como, affrontions André, nos vies changeraient à jamais. Êtes-vous prêts? Dis-je. Nous sommes prêts, dit Geneviève. Alors allons-y. Le train est parti à 6h45, à l'heure. Paris restait derrière. J'ai vu la tour Eiffel par la fenêtre, la Seine, la silhouette de Notre-Dame. J'avais vécu 42 ans dans cette ville. Peut-être que je la voyais pour la dernière fois. Dans le wagon, première classe, Elisabeth avait insisté pour acheter les billets, sièges spacieux, silencieux, confortables. Mais aucun de nous n'était confortable. Nous étions assis, mais nos esprits étaient à Como. Les 20 premières minutes, personne n'a parlé. Par la fenêtre, la France défilait, champs, villages, forêts. Le soleil se levait, le ciel bleu rose. Puis Henri a brisé le silence, que dirons-nous à Marchand? 4 yeux se sont tournés vers moi. J'étais le leader, j'en étais consciente. J'avais 68 ans, j'étais la plus âgée, sauf Geneviève, et j'étais la femme d'André. Jedavejs cider. Nous serons directs, dis-je. Pas de bavardage inutile, pas de menaces. Nous demanderons simplement, étiez-vous l'associé d'André? Où est-il? Où est l'argent? S'il répond, nous écoutons. S'il ne répond pas? S'il ne répond pas? Élodie s'est penchée en avant. S'il ne répond pas, nous montrons la photo, 1987 Cannes. Il y a des preuves, il ne peut pas nier. Et s'il nie encore, nous appelons la police. Parce que nous sommes 4 personnes âgées, nous ne pouvons pas forcer un criminel à parler. Geneviève a hoché la tête. Mais s'il est dangereux? S'il a une arme? Alors nous fuirons. Sans aucune hésitation. La vie est plus importante que la vengeance. Henri a sorti une carte, Italie, lac de Côme. Il a pointé du doigt, la ville de Como est là, à l'extrémité sud du lac. Pour trouver Villa Rosa, nous demanderons aux habitants. Peut-être un hôtel, peut-être un manoir privé. Et si nous ne trouvons pas? Dit Élodie. Nous trouverons, dis-je. Ma voix était déterminée, peut-être me parlais-je à moi-même. Après 36 ans, nous sommes si proches. Nous trouverons. Le train est arrivé à Avignon à 9h52. Petite ville charmante, palais des papes, pont en pierre, essence de Provence. Mais nous n'étions pas touristes. Nous avons couru au bureau de location de voitures. Renault Clio, petite, économique, 4 places. Henri allait conduire, je connais les routes de Provence, avait-il dit. Roussillon à 45 km. Route étroite, montagneuse, mais le paysage incroyable. Champs de lavande, pas encore en fleurs mais sol violet, vignoble, vieille maison en pierre. Mais je ne voyais pas le paysage. Je pensais seulement à Marchand. Un homme de 78 ans. L'associé d'André. Caché pendant 36 ans. Aujourd'hui, avouerait-il,
nous sommes arrivés au village de Roussillon à 10h48. Minuscule, peut-être 1000 habitants. Bâtiments rouge-orange, des mines d'ocre. Des touristes prenaient des photos, s'asseyaient dans des cafés. Henri s'égarait au centre du village. La maison de Marchand est à l'extérieur du village. Chemin des Ocres, numéro 17. Quelle distance? Ai-je demandé. 1,2 km. 15 minutes à pied. Alors marchons. Soyons prêts. Nous avons marché, sentier étroit, peint des deux côtés, chants d'oiseaux, vent. Le soleil était au zénith mais l'air s'était rafraîchi. Où j'avais froid, de l'intérieur. Nous ne parlions pas. Seulement le bruit des pas, la terre craquait sous nos pieds. Le son de la canne de Geneviève, toc toc toc, rythmé, comme une horloge. 10 minutes plus tard, une maison est apparue. Petite, un étage, mur en pierre, toit en tuiles rouges. Jardin négligé, herbe haute, olivier non taillé. Fenêtre fermée, rideau lamé vieux, jauni. Aucun nom sur la porte, seulement le numéro, 17. Je me suis arrêté. Nous 4 nous sommes arrêtés. À 50 mètres, cette maison, Marchand était à l'intérieur. Peut-être nous regardait-il. Peut-être se préparait-il à fuir. Je vais frapper à la porte, dis-je. Ma voix tremblait, j'ai essayé de le cacher mais j'ai échoué. Non, dit Henri. Allons ensemble. Nous devons paraître forts. Nous avons marché ensemble. Nous avons ouvert le portail du jardin, il a grincé, non huilé. Nous avons marché, gravier, nos pas résonnaient. Nous sommes arrivés à la porte. Porte en bois, vieille, peinture écaillée, heurtoir rouillé. Pas de fenêtre sur la porte, nous ne savions pas si nous étions observés. J'ai levé ma main. J'allais frapper à la porte, mais je me suis arrêté. Parce qu'une voix en moi, celle d'André ou de ma propre peur, a murmuré, « Ne frappe pas, Madeleine. Fais demi-tour. Ne te mets pas en danger. » Mais je devais frapper. J'avais attendu ce moment pendant 36 ans. Maintenant je ne pouvais pas reculer. Toc toc toc. J'ai frappé 3 fois, doucement mais fermement. Silence. 5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. J'ai frappé à nouveau. Toc toc toc. Plus fort cette fois. Un bruit est venu de l'intérieur. Bruit de pas, lent, lourd, traînant. Quelqu'un venait. Et la poignée de la porte a tourné, clic, puis la porte s'est ouverte. Lentement, comme dans un film d'horreur. Un homme est apparu devant nous. Vieux. Très vieux. On avait dit 78, mais il paraissait 88. Cheveux blancs, clairsemés, le cuir chevelu visible. Visage ridé, des lignes profondes, comme une carte de douleur. Les yeux fatigués mais perçants, bleus, clairs, nous scrutant. Il portait un vieux cardigan, gris, usé. Pantalon trop large, il avait maigri. Pieds en pantoufles. Oui, dit-il. Sa voix était cassée, mais pas forte, fatiguée. Monsieur Marchand, dis-je. Ma voix tremblait. Docteur. Henri Marchand? L'homme nous a regardés, un long regard silencieux. Ses yeux ont balayé chacun de nous, moi, Geneviève, Henri, Élodie. Nous a-t-il reconnus? Ou n'a-t-il vu que des étrangers? Puis il a ouvert la bouche, je sais qui vous êtes. Le sang s'est glacé. Quoi? Dis-je. Je vous attendais. Marchand nous a fait entrer, sans aucune résistance, comme s'il nous attendait. Entrez, dit-il. Vous venez de loin. Asseyez-vous. Nous sommes entrés dans le salon. Petit, peut-être 20 mètres carrés. Meubles anciens, style années 70, tissu fané. Murs vides, pas de tableau, pas de photos. Juste une étagère, avec 5 à 6 livres dessus. Fenêtre, rideaux fermés, pièce sombre. Comme une cellule de prison. Ou la chambre d'un moine. Rien n'évoquait la vie. Asseyez-vous, dit Marchand. Il a désigné 2 canapés. Nous nous sommes assis, Geneviève et moi sur un canapé, Henri et Élodie sur l'autre. Marchand s'est effondré dans le fauteuil en face de nous, lourdement, comme s'il portait un fardeau. Il s'est accroché aux accoudoirs, a pris une profonde respiration. Silence. 10 secondes. 20 secondes. Personne n'a parlé. Parce que ce moment était trop lourd. Puis Marchand. Comment m'avez-vous trouvé? J'ai ouvert mon sac, sorti la photo. André et Marchand, Cannes 1987, Champagne. Je l'ai posée sur la table. Marchand de regarde. Ses mains ont tremblé, il a tendu la main, a pris la photo, l'a examinée de près.
Puis il a souri, mais ce n'était pas un sourire, c'était un sanglot. Ah! Sa voix s'est brisée. Cette photo. 1987. Festival de Cannes. Nous avions fait une grosse vente ce jour-là. À un oligarque russe, nous avions vendu un monnaie, 2 millions de francs. Nous célébrions. André avait commandé du champagne, Dom Pérignon, 1979. Au succès, avait-il dit. Il s'est arrêté. Il a posé la photo sur la table, s'est couvert le visage de ses mains. J'aurais dû la brûler. Mais je n'ai pas pu. Parce que cette photo était mon dernier moment de bonheur. Après ça, tout est devenu l'enfer. Vous étiez l'associé d'André, dis-je. Ce n'était plus une question, c'était un fait. Marchand a levé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Oui. J'étais son associé. Je suis coupable. Et depuis 36 ans, je porte cette culpabilité. Geneviève s'est penchée en avant, de la colère dans sa voix. Comment avez-vous pu faire ça? Vous étiez conservateur du Louvre. L'homme censé protéger l'art, vous l'avez volé? Je sais. La voix de Marchand était un murmure. Je sais. Et je suis désolé. Mais les excuses ne réparent rien. Henri, racontez. Du début à la fin. Tout. Marchand a pris une profonde respiration. Il a posé ses mains sur ses genoux, elles tremblaient, et a commencé. 1982, j'avais 42 ans. Conservateur en chef au musée du Louvre, section des œuvres impressionnistes. C'était un bon poste, prestigieux, le salaire était suffisant. Mais Paris, vous savez, était cher. Ma femme, Isabelle, était habituée au luxe. 2 filles, école privée, cours de piano, équitation. Appartement, 16e arrondissement, loyer élevé. Je me suis endettée. Carte de crédit, banque, chaque mois je m'enfonçais plus profondément. Un jour, date exacte 14 juin 1982, un homme est venu dans mon bureau. Jeune, beau, très élégant. Mon nom est André Beaumont, a-t-il dit. Je suis galeriste. Je voudrais discuter d'une proposition commerciale avec vous. Au début, j'ai pensé proposition commerciale, peut-être un don pour le musée, peut-être une collaboration pour une exposition. Mais ensuite, il a fait sa vraie proposition. Monsieur Marchand, vous avez accès au Louvre. Entrepôt, archives, atelier de restauration. Pourriez-vous emprunter temporairement certaines œuvres? J'étais choquée. C'est du vol, ai-je dit. Je vais vous mettre à la porte. Mais il a souri, ce maudit sourire, je ne l'ai jamais oublié. Non monsieur. Ce n'est pas du vol. C'est un déplacement temporaire. Vous prenez un tableau, je vous donne un faux parfait, vous le remettez dans l'entrepôt. Personne ne le remarque. 6 mois plus tard, nous remettons l'original. Jamais, ai-je dit. Puis il a sorti une mallette en cuir, l'a posée sur la table, l'a ouverte. À l'intérieur, de l'argent, en espèces, 50 000 francs. Pour un seul tableau, a-t-il dit. Ree Fletcher says. J'ai réfléchi. 50 000 francs, c'était 3 mois de mon salaire à l'époque. Je pourrais payer mes dettes. Rendre ma femme heureuse. Et je me suis dit, une fois. Juste une fois. Puis j'arrête. Mais vous savez, une fois ne reste jamais une fois. Marchand s'est arrêté, a demandé de l'eau. Élodie est allée à la cuisine, apporter un verre. Marchand a bu, ses mains tremblant. La première œuvre, a-t-il continué, août 1982. Monet, de la série Nymphéa. Un petit tableau, 60x80 cm. Dans les entrepôts, personne ne le regardait. Je l'ai pris sous prétexte de restauration, l'ai donné à André. Il a fait faire un faux, qualité incroyable, même moi j'avais du mal à le distinguer. J'ai remis le faux dans l'entrepôt. L'original est resté avec André. 6 mois plus tard, André l'a vendu. À un collectionneur américain, vente privée, New York. 800 000 francs. Il m'a donné 20%, 160 000 francs. Mes yeux ont brillé. Encore une fois, ai-je dit. Puis encore une fois. Puis encore. En 7 ans, de 1982 à 1989, 56 œuvres. Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley. Tous des géants impressionnistes. Vente totale, peut-être 35 à 40 millions de francs. 40 millions.
Le souffle de Geneviève s'est coupé. Vous avez volé 40 millions de francs. Oui. Marchand a baissé la tête, de honte. Et j'ai pris 20%. 7 à 8 millions de francs. André a pris le reste. Henri a frappé sur la table, de colère. Et le Louvre? Personne n'a remarqué? Ils n'ont pas remarqué. Parce que les faux étaient parfaits. André avait trouvé un artiste russe, un certain Dmitri, un génie. Il utilisait les techniques originales, peinture des années 1890, toile, pinceau. Même les tests carbone, 14 passaient. Et vous, dis-je, ma voix glaciale, vous avez escroqué des personnes âgées. Élisabeth Dubois, Geneviève Rousseau, Henri Moreau, Claudine Dupont, ils vous ont tous fait confiance. Parce que vous étiez conservateur du Louvre. Et vous leur avez vendu des faux. Marchand a levé la tête, des larmes sur son visage. Je sais. Et je regrette. Chaque jour, chaque nuit, je pense à ces personnes. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Depuis 36 ans, je vis en enfer. Vous le méritez, dit Geneviève froidement. Silence. Un long silence lourd. Puis moi, où est André maintenant? Marchand m'a regardé, un long regard. Je ne sais pas. Mensonge. Elodie abondí, de colère. Vous étiez associés. Vous devez savoir où il est. Je ne sais pas. La voix de Marchand s'est élevée, peut-être pour la première fois en 36 ans. Février 1989. La police avait commencé à nous chercher. Quelqu'un, je pense un collectionneur, avait des soupçons, avait fait un rapport à la police. André m'a dit, fuis. Fuis maintenant. Va dans des endroits séparés. Ne communique pas. J'ai fui, Suisse, puis sud de l'Italie, puis ici, Roussillon. Il est allé ailleurs. Où, je ne sais pas. Mais il doit y avoir un indice. Henri s'est levé. Une lettre, un téléphone, une adresse. Marchand s'est arrêté. Il a réfléchi. Ses doigts sur son front, essayant de se souvenir. Il y a quelque chose. Sa voix a changé, incertaine. Mais je ne suis pas sûre. Quoi? Nous avons tous demandé en même temps. Fin 1988, 3 mois avant de fuir, André a fait un voyage. Italie, lac de Côme. Je prépare l'avenir, avait-il dit. J'ai demandé, que veux-tu dire? Il avait ri. Notre maison de retraite, avait-il dit. Mon cœur a commencé à battre. Como? Maison de retraite? Oui. Un endroit appelé Villa Rosa. Sur la rive nord du lac de Côme. Il avait acheté ou loué un manoir, je ne sais pas exactement. Si je m'enfuis là-bas, personne ne me trouvera, avait-il dit. Villa Rosa. J'ai murmuré. La note dans l'agenda, Como, Villa Rosa, préparation finale. Mais, a ajouté Marchand, avertissement dans sa voix, 36 ans ont passé. Est-il toujours là? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il vendu. Peut-être a-t-il déménagé. Peut-être est-il mort. Ou, dis-je, il est toujours là, vivant dans le luxe, avec l'argent volé. Marchand a hoché la tête. Si c'est le cas, si vous le trouvez, dites-lui une chose. Quoi? Henri Marchand regrette. Mais André Beaumont, je me demande s'il regrette. En quittant la maison, Marchand se tenait à la porte, nous regardait. Le soleil frappait son visage, impitoyablement, illuminant chaque blessure, chaque culpabilité. Laissez-moi vous dire quelque chose, dit-il. Sa voix tremblait. Je pense à aller à la police. À avouer. Peut-être que j'irai en prison. Mais au moins avant de mourir, j'irai avec une conscience propre. Vous devriez y aller, dis-je. Parce que ces personnes, j'ai désigné Geneviève, Henri, Élodie, méritent justice. Marchand a hoché la tête. Oui. Vous avez raison. J'irai. Mais d'abord une demande. Quoi? Trouvez André. Et demandez-lui, regrettes-tu? S'il dit non, s'il est toujours fier de cette escroquerie, alors montrez-le au monde. Que tout le monde sache quel monstre il est. Nous sommes montés dans la voiture. Marchand a fait signe de la main, un homme triste, vieux, seul. La voiture a démarré, il a rétréci dans le rétroviseur. Como? Dis-je. Nous y allons. Quand? Demanda Élodie. Maintenant. Tout de suite. Parce que nous avons attendu 36 ans. Je ne peux pas attendre une minute de plus. Nous avons quitté Roussillon.
La frontière italienne, 250 km. Como 400 chilometri. Temps estimé, 5 à 6 heures. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à Como. La ville brillait au bord du lac, luxe, villa, yacht. Nous avons demandé Villa Rosa. Une femme dans un bureau de tourisme nous a donné l'adresse, avec un avertissement, le propriétaire ne sort jamais. Tangeriux. Nous y sommes allés quand même. Villa Rosa. Grand portail en acier. Caméra de sécurité. J'ai appuyé sur l'interphone. Je suis Madeleine Beaumont, sa femme. Le portail s'est ouvert. À l'intérieur, un manoir blanc, majestueux. Sur les murs, tous les tableaux volés. Monet, Renoir, Setsanne. Nostabliaux. Et dans le salon, assis dans un fauteuil, André. 71 ans. Cheveux gris. Visage ridé. Vivant. Il m'a regardé. Madeline. Tu es benjo. Je ne pouvais pas parler. 36 ans. Il était là. Pourquoi? Ai-je finalement dit. Il a raconté tout. L'escroquerie. Les 56 œuvres. Les 40 millions de francs. La fausse mort. La fuite. Tu étais quoi pour moi? Ai-je demandé. Je t'ai aimé, dit-il. Mais je t'ai aussi utilisé. J'ai craché à son visage. Puis nous avons appelé la police. André Beaumont a été arrêté. Procès à Milan. Condamné, 18 ans de prison. Tous les biens saisis. Les 56 tableaux retournés au Louvre. Grande exposition. Le retour des impressionnistes perdus. 2 millions de visiteurs. L'argent, 18 millions d'euros, partagé entre 6 victimes. J'ai reçu 4,5 millions d'euros. Elisabeth est décédée en août 2024. Paisablement. Tu as trouvé André. Justice est faite, furent ses derniers mots. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je ne suis plus domestique. Je suis libre. J'ai un petit appartement à Paris. Vue sur la Seine. Chaque matin, je marche le long de la rivière. Parfois, je visite André en prison. Pas pour pardonner. Juste pour fermer le chapitre. Au revoir André, ai-je dit lors de ma dernière visite. Tu n'es plus rien pour moi. Mon message final, l'âge n'est pas une faiblesse. C'est une force. Si vous êtes escroqué, allez à la police. Si vous subissez une injustice, battez-vous. Si personne ne vous croit, croyez en vous. J'avais 68 ans. J'ai résolu un crime vieux de 36 ans. Vous pouvez le faire aussi.